juin 1941, col de Al-Faya, Égypte, à 11 km de la frontière libyenne. Les équipages de chars britanniques l'appelaient Hellfire Pass et ils ont gagné ce nom à la dure. Les chars Matilda, fierté du blindage britannique, avec 78 mm de protection frontale, avançaient dans ce qui ressemblait à un désert vide. Puis le premier obus frappa, un Matilda prit feu, puis un autre, puis encore un autre. 11 chars détruits en quelques minutes, leur blindage transpercé de part en part depuis plus d'1 kilomètre de distance. Les équipages survivants qui revinrent en boitant vers les lignes britanniques n'avaient qu'une question. Qu'est-ce qui nous a frappés, bon sang ? La réponse était le canon anti-aérien allemand de 88 mm, une arme anti-aérienne que Rommel avait enterrée dans des fosses peu profondes derrière des sacs de sable, camouflés et attendant que le blindage britannique entre dans son piège. Ce canon allait devenir l'arme la plus redoutée d'Afrique du Nord. Mais voici ce que ces équipages de chars ne savaient, n'est-ce pas ? Entreposés dans des dépôts et des aérodromes derrière leurs propres lignes, les Britanniques possédaient un canon qui était en réalité plus gros, en réalité plus puissant, et en réalité capable de faire exactement ce que le 88 venait de leur faire. Ils en avaient des centaines, et ils étaient rarement autorisés à les utiliser contre les chars. Voici l'histoire du canon anti-aérien de 3,7 pouces. L'arme qui aurait pu donner aux chars de Rommel un avant-goût de leur propre médecine, et la rigidité doctrinale qui a fait qu'elle ne l'a presque jamais fait. Pour comprendre pourquoi les équipages de chars britanniques sont morts à Hellfire Pass, il faut comprendre ce à quoi ils faisaient main face et avec quoi ils devaient riposter. En 1941, l'Africa Corps avait développé un système tactique dévastateur. Les chars allemands engageaient le blindage britannique, puis feignaient la retraite. Les chars britanniques poursuivaient, chargeant en avant dans le style agressif que leur commandant préférait, et puis ils fonçaient droit dans des canons de 88 mm dissimulés, enterrés dans le sol du désert. Le canon anti-char britannique de 2 livres, l'arme standard censée arrêter le blindage ennemi, pouvait pénétrer environ 40 mm d'acier à 1000 mètres. Contre les chars allemands plus récents, avec 60 mm de blindage frontal, c'était dangereusement inadéquat. Les équipages devaient attendre que les Panzers se rapprochent à bout portant avant que leurs tirs aient une chance de pénétrer. À ce moment-là, ils étaient généralement déjà morts. Les mathématiques de la guerre du désert étaient brutales. Un panzer allemand pouvait engager un char britannique à 1500 mètres avec une précision raisonnable. Un équipage de 2 livres britanniques avait besoin que sa cible soit à moins de 500 mètres pour avoir un espoir de tir mortel. Cela signifiait traverser 1 kilomètre complet de terrain découvert sous le feu avant de pouvoir riposter efficacement. Les commandants de chars appelaient à cela la zone de mise à mort, et la traversée coûtait à la 8e armée des centaines de véhicules et des milliers d'hommes. Le canon anti-aérien de 88 mm, tirant son obus de 9 kg à plus de 800 mètres par seconde, pouvait pénétrer 105 mm à la même distance. Il pouvait tuer un Matilda avant que l'équipage britannique ne sache même qu'il était sous le feu. Et Rommel avait intégré ses canons directement dans ses formations de panzer. Il se déplaçait avec ses chars. Il s'installait en quelques minutes. Il créait des zones de mise à mort dans lesquelles le blindage britannique trébuchait encore et encore. Fin 1941, les récits contemporains créditent seulement 2 bataillons de flak de la Luftwaffe opérant en Afrique du Nord d'avoir détruit plus de 200 chars et des dizaines d'avions. Les totaux exacts sont contestés par les historiens, mais même les estimations conservatrices montrent un ratio de destruction stupéfiant. Un nombre relativement petit de 88 a obtenu des résultats démesurés, et les commandants britanniques n'avaient aucune contre-mesure efficace. Ce dont les Britanniques avaient besoin était une arme qui pouvait égaler cette capacité. Un canon qui pouvait atteindre et tuer le blindage allemand à longue distance avant que les panzers ne puissent pas se rapprocher à distance efficace. Un canon qui pouvait renverser la situation et faire craindre aux commandants de chars allemands le désert ouvert comme les équipages britanniques avaient appris à le faire. Et ils en avaient déjà un.
Il s'appelait le canon anti-aérien QF de 3,7 pouces. Et selon toute mesure balistique significative, il était supérieur à l'arme qui massacrait les équipages de chars britanniques. Le canon de 3,7 pouces émergea d'une spécification de 1933 qui exigeait une arme capable d'engager des avions à 35 000 pieds. Vickers-Armstrong livra une conception qui servirait la Grande-Bretagne pendant près de 20 ans, de 1938. Jusqu'à ce que les missiles guidés la remplacent en 1957. Les chiffres racontent l'histoire de son potentiel. L'alésage mesurait 94 mm, 6 mm de plus que le 88 allemand. L'obus pesait 12,7 kg, près de 40% plus lourd que ce que tirait le 88. La vitesse initiale atteignait 792 mètres par seconde. Et lorsqu'il était équipé de munitions perforantes, le 3,7 avait une performance anti-char théorique comparable au canon lourd de sa classe, capable de vaincre n'importe quel char allemand alors en service à des distances de combat. La cadence de tir égalait ou dépassait l'arme allemande à 8 à 10 coups par minute avec chargement manuel. En 1942, l'introduction du régleur de fusée automatique Mullins poussa cela à 20 à 25 coups par minute pour le travail anti-aérien. Le canon offrait une rotation de 360 degrés et pouvait s'abaisser à moins 5 degrés pour l'engagement au sol, bien que cela nécessitait l'installation complète de la plateforme. Une variante ultérieure, le Mark VI, introduite en 1943, prolongea la longueur du canon à 65 calibres et atteignit une vitesse initiale de plus de 1000 mètres par seconde avec un plafond effectif de 45 000 pieds. Il devint l'une des meilleures armes anti-aériennes lourdes produites par n'importe quelle nation pendant la guerre. La production avait augmenté de manière urgente à l'approche de la guerre. La Grande-Bretagne n'avait que 187 canons anti-aériens lourds en janvier 1938. À la déclaration de guerre en septembre 1939, 540 canons défendaient l'espace aérien britannique. Pendant la bataille d'Angleterre, 1140 canons anti-aériens lourds étaient en service. À la fin de la guerre, la production totale dans les installations en Grande-Bretagne, en Australie et au Canada atteindrait des milliers. La capacité existait, les armes existaient en nombre croissant. Les munitions existaient, y compris des obus perforants spécialement conçus. Pourtant, ces canons restaient à protéger les aérodromes et les installations de l'arrière, tandis que les équipages de chars brûlaient. Les raisons étaient en partie techniques et en partie institutionnelles, et les échecs institutionnels étaient pires. Le canon de 3,7 pouces pesait 9300 kg dans sa configuration mobile, près de 2 tonnes de plus que le 88 allemand. Il mesurait plus de 3 mètres de haut en déplacement, présentant une cible énorme presque impossible à dissimuler dans le désert plat. Le temps de déploiement s'étendait à 15 minutes avec un équipage bien entraîné. Le 88 allemand pouvait tirer en 2 minutes et demie. L'affût créait des problèmes supplémentaires. Conçu pour le tir antiaérien à angle élevé avec des prédicteurs dirigés par radar, il manquait de la capacité de déploiement à profil bas qui rendait le canon allemand si efficace. Le 88 pouvait tirer depuis ses bogies de voyage en utilisant de simples stabilisateurs. Le 3,7 nécessitait une installation complète sur sa plateforme cruciforme. Les vétérans rapportaient que les canons n'aimaient pas être tirés horizontalement et que les ressorts de recul se cassaient fréquemment lors de l'engagement de cibles au sol. Peut-être plus critique encore, aucune visée optique de tir direct n'était fournie en standard. Le canon était conçu pour être visé par des prédicteurs mécaniques calculant les angles d'avance contre les avions. Des modifications sur le terrain appelées viseurs. Dorbrook tentèrent de greffer des télescopes antichars sur le montage, mais les équipages les décrivaient comme inadéquats pour la tâche. C'était de vraies limitations, mais elles n'étaient pas insurmontables. Les Allemands avaient fait face à des défis similaires avec le 88 et les avaient résolus grâce à une planification d'avant-guerre et une adaptation tactique. Les Britanniques avaient la capacité d'ingénierie pour développer des visées de tir au sol appropriées, des montages plus légers et des procédures de déploiement plus rapides. Ils ne l'ont simplement jamais priorisé.
Maintenant, avant d'examiner comment ce canon a réellement performé lorsqu'il a été utilisé contre les chars, si vous trouvez cela intéressant, envisagez de vous abonner. Cela aide la chaîne plus que vous ne le pensez et ne prend qu'une seconde. Maintenant, retour au désert. L'échec plus profond était organisationnel. En Grande-Bretagne, les canons anti-aériens lourds appartenaient au commandement anti-aérien qui, à partir d'avril 1939, opérait sous le commandement de chasse de la RAF pour la défense aérienne du territoire. Cela créa un modèle où les actifs anti-aériens servaient d'abord les priorités aériennes. Au Moyen-Orient, les régiments anti-aériens lourds suivaient une logique similaire, se déployant au niveau du corps et de l'armée pour défendre les ports, les aérodromes et les centres logistiques plutôt que de s'attacher aux divisions où la capacité anti-char était désespérément nécessaire. La structure de commandement créait des incitations perverses. Le commandement anti-aérien mesurait le succès par les avions abattus et les installations protégées, non par les chars détruits ou les opérations blindées soutenues. Libérer des canons de la défense aérienne pour soutenir le combat au sol signifiait accepter un risque pour les aérodromes qui maintenaient la force aérienne du désert opérationnelle. Les commandants qui avaient vu la Luftwaffe dévaster des positions sans défense étaient compréhensiblement réticents à retirer leur protection aérienne, même lorsque les équipages de chars mouraient, faute de canons lourds. Il y avait aussi la question de l'approvisionnement en munitions. Les batteries antiaériennes consommaient d'énormes quantités d'obus explosifs en engageant des avions. Introduire des obus perforants dans la chaîne logistique signifiait des priorités concurrentes, des lignes d'approvisionnement séparées et le risque que les canons manquent de munitions dont ils avaient besoin pour leur mission principale. C'étaient de vraies préoccupations, bien qu'elles auraient pu être résolues avec une planification adéquate. Le contraste avec la pratique allemande ne pouvait pas être plus frappant. Les Allemands stockaient délibérément des munitions perforantes pour une utilisation à double rôle, quelque chose que la logistique anti-aérienne britannique n'a pas priorisé au début de la guerre. C'était une capacité pré-planifiée, développée à partir de l'expérience de la guerre civile espagnole. De 1936 à 1939, 4 batteries de canons Flak 18 se déployèrent avec la Légion Condor et participèrent à 377 actions de combat. Seulement 31 d'entre elles étaient contre des avions. Le reste ciblait des chars, des bunkers et des fortifications au sol. Les commandants allemands apprirent en Espagne que leurs canons antiaériens étaient à des tueurs de chars dévastateurs, et ils intégrèrent à cette leçon dans leur doctrine avant même que la guerre ne commence. Rommel comprenait cela personnellement. À la bataille d'Arras en mai 1940, les chars Matilda britanniques attaquèrent de sa 7e division de Panzer. Les canons anti-chars allemands de 37 mm rebondissaient inoffensivement sur l'épais blindage du Matilda. Rommel organisa personnellement une ligne de canons d'obusier de 105 mm et de canons anti-aériens de 88 mm. Il arrêta l'attaque. Il se souvint de cette leçon lorsqu'il atteignit l'Afrique. Malgré la résistance institutionnelle, le 3,7 pouces fut employé contre des cibles au sol à des occasions documentées. Le siège de Tobrouk d'avril à décembre 1941 vit l'utilisation la plus étendue. Le 51e régiment anti-aérien lourd de Londres, équipé de 24 canons, engagea des cibles au sol, y compris des aérodromes allemands, lorsque des avions ennemis atterrissaient, effectua des tirs de contre-batterie contre l'artillerie de l'Axe à des distances au-delà de ce que les canons de campagne normaux pouvaient atteindre, et délivra des tirs de harcèlement nocturne sur les routes. Le 94e régiment anti-aérien lourd passa 4 ans dans le désert, et les journaux de guerre de l'unité documentent de multiples instances d'engagement de cibles au sol. En septembre 1942, des tirs d'entraînement contre des cibles au sol furent observés par le général Alexander lui-même aux côtés du brigadier Calvert Jones. Les hauts gradés savaient que la capacité existait, ils l'ont vu démontrer, et pourtant ils n'ont pas changé la politique. Un document de leçons apprises de la 8e armée confirma les résultats. Très efficace, les canons étaient très précis et la fragmentation était excellente. Mais c'était un emploi local improvisé, pas une doctrine systématique.
À Alam Halfa, en juin 1942, après le désastre de Gazala, le brigadier Dennis Reed autorisa les canons anti-aériens à engager le blindage attaquant. Environ 200 coups furent tirés en une seule journée. Le résultat fut frappant. Les commandants de chars allemands refusèrent à tour de presser leur attaque et cherchèrent une cible plus facile ailleurs. Le 3,7 avait démontré exactement la capacité que les équipages de chars britanniques réclamaient. Pourtant, même ce succès ne changea pas la politique. Il convient de souligner que les canons qui ont valu au col de Al-Faya, son surnom de Hellfire, étaient des 88 allemands, pas des 3,7 britanniques. Le 15 juin 1941, pendant l'opération Battle Axe, le capitaine Wilhelm Bach positionna 5 canons de 88 mm dissimulés surplombant le col. Les Matilda britanniques avancèrent dans sa zone de mise à mort. 11 à 15 chars furent détruits dans l'embuscade. Le nom Hellfire Pass commémore une victoire allemande obtenue avec des armes allemandes. Aucune preuve ne suggère que des canons britanniques de 3,7 pouces étaient présents lors de cet engagement. Les Britanniques avaient la capacité de créer leur propre Hellfire Pass. Ils ne l'ont simplement jamais déployé. Le récit populaire soutient que des généraux stupides ont ignoré une arme parfaite pendant que les équipages de chars mouraient. La réalité nécessite plus de nuances, bien que cette nuance n'excuse pas l'échec. Pour être juste envers les décideurs, les canons anti-aériens lourds n'étaient pas inactifs. Ils défendaient les aérodromes qui maintenaient la force aérienne du désert opérationnelle, les ports qui soutenaient les lignes d'approvisionnement et les dépôts logistiques qui alimentaient toute la campagne. Retirer la protection signifiait accepter le risque que les bombardiers de l'Axe puissent paralyser les opérations britanniques depuis les airs. Le 3,7 était aussi véritablement plus difficile à dissimuler dans le désert plat, plus lent à mettre en place sous le feu et manquait de visée de tir directe spécialement conçue au début de la guerre. C'était de vraies contraintes, pas des excuses inventées après coup, mais les contraintes peuvent être surmontées quand la volonté existe. Les Allemands ont fait face à des problèmes similaires et les ont résolus. Le lieutenant David Perry du 57e régiment anti-aérien léger fournit la critique la plus citée, affirmant que plus de 1000 canons de 3,7 pouces restaient inactifs au Moyen-Orient et que beaucoup n'ont jamais tiré un coup de feu en colère pendant toute la guerre. Il condamna la pure stupidité de l'état-major général. Ce récit, aussi émotionnellement puissant soit-il, simplifie à l'excès de véritables contraintes techniques. Les historiens Shelford Bidwell et Dominic Graham reconnurent la controverse dans leur œuvre, faisant autorité Firepower. Ils ajoutèrent avec mordant que même si les canons avaient été rendus disponibles, il était douteux que les commandants du désert les auraient utilisés correctement, étant donné le gâchis qu'ils ont fait en employant toute leur propre artillerie. Des défenseurs du changement existaient au sein du système britannique. Le brigadier Percy Calvert, commandant la 4e brigade antiaérienne lourde, aurait résolu les problèmes de déploiement théorique à l'été 1942. Le maréchal Alan Brooke, en tant que commandant des forces territoriales en 1941, testa les capacités anti-chars du 3,7 pouces contre la possibilité d'une invasion allemande. Le 103e régiment anti-aérien lourd se vit attribuer un rôle anti-char secondaire au cas où des chars lourds allemands débarqueraient en Grande-Bretagne. Un plan existait même pour monter des canons dérivés d'anti-aériens lourds sur des châssis blindés. Il fut abandonné lorsque l'artillerie royale et le corps blindé royal ne purent s'entendre sur quelle branche posséderaient les véhicules résultants. Ce seul différend bureaucratique résume tout l'échec. Les Britanniques résolurent finalement leurs problèmes anti-chars avec des armes spécialement conçues plutôt qu'avec des canons anti-aériens adaptés. Le 6 livres arriva au printemps 1942, pénétrant 74 mm à 1000 mètres. Le 17 livres à partir de 1943 atteignit 130 mm avec des munitions standards et 192 avec des obus à sabots détachables. C'étaient d'excellentes armes, mais elles arrivèrent trop tard pour les équipages de chars qui affrontèrent le 88, avec seulement des 2 livres pour protection. Pendant les 18 mois critiques où le blindage britannique subit ses pires pertes, le 3,7 offrait une solution existante
que les barrières institutionnelles empêchèrent d'exploiter. Après la Normandie, les Britanniques employèrent finalement les canons de 3,7 pouces de manière extensive dans des rôles au sol, bien que principalement contre des fortifications plutôt que contre des chars. Le 60e régiment anti-aérien lourd tira 2450 coups dans un rôle au sol pendant la campagne de Normandie, augmentant à 25 000 en octobre 1944. L'arme devint appréciée comme un briseur de béton pour détruire des bunkers et des points fortifiés. Des tables de portée à angle bas furent officiellement émises en mai 1942. Une reconnaissance institutionnelle tardive que l'engagement au sol était possible. Le canon QF de 32 livres développé directement à partir de la conception du 3,7 pouces fut créé spécifiquement comme une arme anti-char lourde, capable de pénétrer 228 mm avec des munitions à sabots détachables. Le développement s'arrêta lorsque la guerre se termina. Les Allemands appréciaient suffisamment les canons de 3,7 pouces capturés pour les désigner 94 mm Flak Vickers M39 et fabriquer des munitions spécifiquement pour leur utilisation. Cette désignation vous dit tout sur la qualité de l'arme. L'ennemi reconnut ce que les commandants britanniques refusèrent d'exploiter. Le canon antiaérien de 3,7 pouces resta en service britannique jusqu'en 1957. 45 canons resteraient en service au Népal à ce jour, près de 90 ans après le début du processus de conception. C'était l'une des meilleures armes antiaériennes lourdes de la Seconde Guerre mondiale, capable d'engager des avions à des altitudes qu'aucun bombardier allemand ne pouvait voler en toute sécurité et capable de détruire n'importe quel char que la Wehrmacht déployait. Qu'elle ait rarement fait, ce dernier n'était pas un échec d'ingénierie. Les concepteurs britanniques créèrent une arme qui dépassait les spécifications allemandes dans presque tous les aspects significatifs. C'était un échec de doctrine, d'organisation et de flexibilité institutionnelle. Les Allemands n'improvisèrent pas les tactiques anti-chars du 88 mm dans le feu de l'action. Ils les développèrent délibérément en Espagne des années avant que les combats du désert ne commencent. Ils intégrèrent l'input et la capacité à double rôle dans leur logistique, leur formation et leur structure de commandement. Quand Rommel eut besoin de canons tueurs de chars, ils étaient là parce que quelqu'un avait prévu qu'ils soient sots-là. Les Britanniques construisirent un canon supérieur, puis construisirent des murs entre les gens qui l'avaient et les gens qui en avaient besoin. Quand les équipages de chars brûlèrent à Hellfire Pass, quand les Matilda prirent feu à travers le désert, quand le 88 gagna sa redoutable réputation, ces équipages ne savaient pas que des canons plus gros, plus puissants étaient, derrière leurs propres lignes, pointés vers le ciel, attendant des avions qui souvent ne venaient jamais. Comme un document contemporain le nota avec une ironie tragique, pendant cette période, les forces alliées avaient plus de 3 fois plus de canons de 3,7 pouces disponibles que les forces de l'Axe n'avaient de 88. Pourtant, les équipages de chars allemands et italiens n'en ont probablement même jamais vu un. Le canon anti-aérien de 3,7 pouces prouve qu'avoir une technologie supérieure ne signifie rien sans la doctrine pour l'employer. Cela n'aurait pas été une baguette magique, mais cela aurait pu sauver des équipages et gagner du temps pendant les mois désespérés où le fossé du 2 livres laissait le blindage britannique vulnérable. L'excellence de l'ingénierie britannique créa une arme avec un véritable potentiel. La rigidité institutionnelle britannique assura que ce potentiel ne fut jamais pleinement exploité. Les équipages de chars qui brûlèrent à Hellfire méritaient mieux.